Deux brillantes botanistes entreprennent une dernière excursion depuis leur station de recherche isolée en Alaska, pour disparaître alors qu'une violente tempête s'abattait sur la région. Pendant 9 ans, leur disparition fut considérée comme un tragique accident. Une histoire de plus de vie emportée par cette nature impitoyable. Puis, un chasseur dans les profondeurs de l'arrière-pays aperçut quelque chose de si contre nature, emmêlé dans les bois d'un orignal, que cela allait démêler une chronologie biologiquement impossible et orienter cette affaire non résolue dans une direction bizarre. Le premier signe de problème à la station de recherche isolée en Alaska ne fut ni un signal de détresse, ni un appel à l'aide. Ce fut la persistance silencieuse de deux couchettes inoccupées. C'était en août 2007. La station, un ensemble de cabanes robustes, accessibles uniquement par avion de brousse, servait de camp de base saisonnier pour les universitaires étudiant les écosystèmes uniques et fragiles du Grand Nord. L'air à l'intérieur de la cabane principale bourdonnait habituellement de l'intensité tranquille de l'analyse des données et de l'odeur du café fort. Mais ce mercredi particulier, l'atmosphère semblait différente, plus lourde. Phineas Vogel, un professeur de géologie en visite de la côte Est, organisait ses échantillons de roches quand le silence de la pièce adjacente commença à le déranger. Il réalisa qu'il n'avait pas vu les deux botanistes de Californie depuis lundi matin. Bien que les chercheurs travaillent souvent de longues heures irrégulières, campant parfois la nuit près de leur site d'étude, cette absence semblait prolongée, surtout compte tenu du temps qui changeait rapidement. Le ciel dehors était d'un gris meurtri et menaçant, le prélude à un important système de tempête poussant déjà un vent glacial depuis les montagnes. Vogel alla trouver l'organisateur du lodge, la personne responsable de la logistique complexe de la station. Quand Vogel s'enquit des botanistes, l'organisateur vérifia le manifeste. La réalisation fut immédiate et alarmante. Okiko Yamada, 31 ans, et Yumi Hamasaki, 26 ans, devaient en partir cet après-midi-là. Leur avion de brousse était déjà programmé pour venir les chercher, les connectant à leur vol de retour vers la Californie. Une inspection rapide de leur chambre confirma les soupçons de Vogel. Leurs bagages principaux étaient prêts, posés près de la porte, prêts pour le départ. Mais leurs sacs de terrain spécialisés, les sacs à dos robustes contenant leurs instruments scientifiques, leurs conteneurs à spécimens et leur équipement de survie d'urgence avaient disparu. Elles n'étaient pas revenues de leur dernière excursion. Oki et Yumi étaient des figures respectées dans leurs cercles académiques. Toutes deux femmes asiatiques américaines, elles partageaient plus qu'une simple profession. Elles étaient des amies proches, liées par une obsession mutuelle pour la flore alpine rare. Oki, l'aînée, était connue pour sa méthodologie méticuleuse et sa détermination tranquille. Yumi, à 26 ans, apportait une énergie vibrante à leur partenariat, désireuse d'explorer le terrain difficile à la recherche de nouvelles découvertes. Elles avaient voyagé dans cette partie reculée de l'Alaska spécifiquement pour étudier des espèces végétales qui ne prospéraient que dans ces conditions difficiles de haute altitude. Les enquêteurs reconstituèrent plus tard leurs derniers mouvements connus en interrogeant les autres universitaires de la station. Oki et Yumi avaient été vus pour la dernière fois lundi matin se préparant à se diriger vers une crête notoirement difficile à plusieurs kilomètres du camp de base. C'était une zone connue pour son microclimat unique et les plantes spécifiques qu'elles étudiaient. Le temps qui approchait avait été un sujet de discussion ce matin-là. Plusieurs chercheurs se souvenaient avoir conseillé la prudence, notant la chute rapide de la pression barométrique. Selon les témoins, Oki et Yumi étaient conscientes des prévisions, mais étaient déterminées à collecter un dernier ensemble d'échantillons avant que la tempête ne frappe et que leur voyage ne se termine. Elles étaient expérimentées, respectaient la nature sauvage et semblaient confiantes qu'elles pourraient terminer l'excursion et revenir avant que le temps ne devienne sévère. Mais maintenant, 48 heures plus tard, la tempête commençait à se déchaîner sur la cabane et les couchettes restaient vides. L'isolement du lieu signifiait qu'une aide immédiate n'était pas facilement disponible. Phineas Vogel, reconnaissant la gravité de la situation dans l'environnement impitoyable de l'Alaska, se dirigea vers le seul lien de la cabane avec le monde extérieur, le téléphone satellite. Il passa l'appel aux Alaska State Troopers, signalant officiellement Okiko Yamada et Yumi Hamasaki comme disparus. La transmission depuis la cabane de recherche déclencha une réponse d'urgence, mais la nature sauvage de l'Alaska intervint avec une efficacité brutale.
Presque immédiatement après l'appel de Phineas Vogel, le système de tempête prévu s'abattit sur la région avec une férocité qui stupéfia même les chercheurs chevronnés. Ce n'était pas juste une averse passagère, c'était un événement météorologique caractérisé par des vents féroces qui semblaient déchirer le paysage lui-même, une pluie battante qui se transforma rapidement en grésil et une chute soudaine et catastrophique de température. Pendant 3 jours agonisants, la nature sauvage devint une forteresse impénétrable. Les Alaska State Troopers, chargés des opérations de recherche et de sauvetage dans ce vaste territoire, furent complètement cloués au sol. Les avions de brousse, essentiels pour accéder à cet endroit reculé, ne pouvaient pas voler dans les conditions de visibilité zéro. La turbulence était trop sévère, le risque de givrage trop grand. Les équipes au sol ne pouvaient pas se mobiliser. Les sentiers, difficiles dans les meilleures circonstances, étaient maintenant traîtres, obscurcis par le temps et menacés par des inondations soudaines dans les basses altitudes et des conditions de voile blanc plus haut. Le retard était atroce. Chaque heure qui passait diminuait significativement la probabilité de survie pour quiconque pris à découvert. À l'intérieur de la cabane, l'atmosphère était lourde d'anxiété. Les chercheurs se regroupaient autour des cartes, essayant de déterminer la route exacte qu'Oki et Yumi auraient pu prendre, identifiant les abris potentiels ou les dangers le long du chemin. Mais les conversations revenaient toujours à la même réalité sinistre. La tempête était implacable et la nature sauvage impitoyable. Alors que la tempête faisait rage, la nouvelle de la disparition atteignit la Californie. Etsuko Hamasaki, la mère de Yumi, fut plongée dans un cauchemar. Etsuko avait toujours été immensément fière des réalisations de sa fille. L'intelligence de Yumi, son esprit aventureux et son dévouement à la science. La pensée de sa fille vibrante et capable perdue dans le temps brutal de l'Alaska était paralysante. Mais Etsuko refusa de succomber au désespoir. Dès que le voyage devint possible, elle prit l'avion pour l'Alaska, déterminée à être présente et à pousser pour obtenir des réponses. Quand la tempête s'apaisa, enfin, après 72 heures, le paysage avait été transformé. Le ciel clair permit la mobilisation d'un effort de recherche massif. Les Alaska State Troopers, les équipes spécialisées de recherche et sauvetage, SR et des bénévoles locaux expérimentés convergèrent vers la zone. L'opération était un mastodonte logistique, utilisant des hélicoptères pour les relevés aériens et des équipes au sol pour des recherches méticuleuses en quadrillage. L'air bourdonnait du son des pales de rotor, le silence de la nature sauvage brisé par l'urgence de la recherche. Etsuko Hamasaki arrive au centre de commandement, son visage marqué par l'épuisement et la peur. Elle rencontra les enquêteurs principaux, leur fournissant des informations détaillées sur l'expérience de Yumi et Oki, leur équipement et leur planification méticuleuse. Elle était bouleversée, mais insistait farouchement sur le fait que le duo était trop compétent, trop préparé pour simplement se perdre. Elle savait ce qu'elle faisait, aurait-elle dit aux enquêteurs, sa voix tendue par l'émotion. Elle n'aurait pas pris de risques inconsidérés. Quelque chose d'autre a dû se passer. Sa présence servait de rappel constant et douloureux du coût humain de la disparition. La recherche se concentra intensément sur le système de crête et les sentiers y menant. Le terrain était incroyablement difficile. Les équipes SCR naviguaient sur des pentes raides, des broussailles denses qui semblaient s'accrocher à leurs vêtements et équipements, et des pentes d'éboulis instables où chaque pas menaçait une glissade dangereuse. Ils avançaient lentement, méthodiquement, leurs yeux scrutant le sol pour tout signe. Une empreinte, un équipement abandonné, un abri de fortune. Les exigences physiques étaient extrêmes, poussant les chercheurs à leurs limites. Des jours après le début de la recherche exhaustive, une équipe au sol localisa une trace petite mais significative. Près d'une pente particulièrement raide, partiellement obscurcie par des débris emportés par la tempête, ils trouvèrent un conteneur à spécimens botaniques spécialisés. C'était le type utilisé par Oki et Yumi, conçu pour protéger les échantillons de plantes délicats. La découverte était sobre. Elle confirmait qu'elles avaient atteint cette zone difficile, mais le contexte était ambigu. L'emplacement du conteneur suggérait un accident potentiel. La pente était traître, un mélange de roches lâches et de boue glissante. Une chute ici serait presque certainement catastrophique. Le conteneur avait-il été lâché pendant une lutte désespérée pour garder pied ? Ou avait-il été intentionnellement abandonné, peut-être pour alléger le poids alors que la tempête frappait et que la survie devenait la seule priorité ? Les enquêteurs analysèrent la scène méticuleusement. Ils établirent un périmètre photographiant le conteneur in situ avant de le récupérer. Ils cherchèrent dans les environs immédiats
Toute autre preuve d'un morceau de tissu, une trace de sang, tout ce qui pourrait indiquer les circonstances de la disparition. Mais la piste disparaissait à cet endroit. Les dégâts sévères de la tempête avaient effacé toutes les empreintes ou autres signes discernables de leurs mouvements ultérieurs. La nature sauvage avait effectivement nettoyé l'ardoise. Les théories prédominantes parmi les enquêteurs se centraient sur les facteurs environnementaux. Le scénario le plus probable était qu'Oki et Yumi avaient été prises dans le début soudain de la tempête. Dans l'environnement de haute altitude, la visibilité aurait chuté à zéro presque instantanément. Elles auraient pu devenir désorientées, peut-être sortir du sentier et succomber à l'hypothermie en quelques heures. La chute catastrophique suggérée par l'emplacement du conteneur restait une forte possibilité. L'attaque de la faune, toujours une considération dans la nature sauvage de l'Alaska, fut également explorée. La zone abritait des ours bruns et des orignaux, tous deux capables de rencontres mortelles. Cependant, il n'y avait aucune preuve pour soutenir cette théorie. La scène était propre, non perturbée par les signes d'une lutte violente. La disparition semblait silencieuse, une disparition sans trace. Alors que les semaines s'écoulaient, l'effort de recherche massif ne donnait rien de plus. L'été de l'Alaska est bref, et l'approche de l'hiver apportait une nouvelle urgence. Les températures chutaient rapidement et les premières neiges commençaient à saupoudrer les hautes altitudes. La fenêtre pour chercher se fermait. Le paysage était sur le point d'être scellé sous une épaisse couverture de neige, cachant ses secrets jusqu'au dégel printanier. Sans nouvelles pistes et les conditions environnementales se détériorant, les autorités prirent la difficile décision de réduire la recherche active. Etsuko Hamasaki protesta, suppliant pour que la recherche continue, convaincu que Yumi et Oki pourraient encore être en vie, peut-être blessés et abrités dans une grotte ou un ravin. Mais la réalité de la situation était indéniable. Le risque pour les chercheurs était trop grand, la probabilité de succès trop faible. La disparition d'Okiko Yamada et Yumi Hamasaki fut officiellement classée comme un accident tragique, deux vies emportées par la nature indifférente. L'affaire, sans aucune preuve de crime, devint lentement une affaire non résolue, gelée sous les couches accumulées de neige de l'Alaska. Etsuko retourna en Californie, le silence de la nature sauvage de l'Alaska résonnant dans le vide soudain et insupportable de sa vie. 9 années passèrent, la disparition des deux botanistes s'effaça de la conscience immédiate des autorités de l'Alaska, devenant un autre dossier dans les archives des affaires non résolues, un rappel sombre de la nature impitoyable de la région sauvage. Etsuko Hamasaki continua à naviguer dans une vie définie par un chagrin non résolu, l'absence de sa fille, un vide constant et douloureux. La nature sauvage gardait ses secrets et l'histoire d'Oki et Yumi semblait destinée à rester un mystère, englouti par l'immensité du paysage. C'était septembre 2016. Le cadre était une zone reculée de la nature sauvage de l'Alaska, à plusieurs kilomètres du site de recherche original. L'environnement ici était différent du terrain de haute altitude où les botanistes avaient tout disparu. Il était caractérisé par de l'herbe sèche jaune-brun et des bosquets d'arbres clairsemés. Le paysage typique de la fin de l'été se transformant en automne. L'air était vif, portant l'odeur de la terre sèche et du pin, le silence profond. Gary Creeland, un chasseur local expérimenté, se déplaçait lentement et délibérément à travers ce terrain. Creeland était un homme profondément connecté à la nature sauvage, possédant une connaissance du territoire qui transcendait les cartes et les coordonnées GPS. C'était la saison de chasse à l'orignal et Creeland détenait un permis légal. Il ne cherchait pas un trophée. Il cherchait à remplir son congélateur pour l'hiver. Il était à des jours de la route la plus proche, complètement autonome, immergé dans la solitude de l'arrière-pays. Il avait traqué un grand orignal mâle pendant plusieurs heures, suivant les signes subtils de son passage, une brindille cassée, une faible impression dans la terre molle, l'odeur de musc portée par la brise. La nature sauvage exige de la patience, et Creeland la possédait en abondance. Il se déplaçait silencieusement, minimisant sa présence, scrutant l'horizon pour tout mouvement. Finalement, il repéra l'animal, c'était un orignal mâle massif, un spécimen impressionnant avec un pelage brun foncé, presque noir, et un énorme panache de bois, large et lourd. L'orignal broutait paisiblement dans une petite clairière près d'un bosquet de saules, inconscient de la présence de Creeland, peut-être à une centaine de mètres de distance. Creeland s'installa dans une position de tir stable, ses mouvements pratiqués et fluides. Il leva son fusil, le poids familier et rassurant. Il regarda à travers la lunette de haute puissance, la vue agrandie mettant l'orignal au point net. Il examina l'animal, notant sa condition saine, se préparant pour un tir propre et éthique. Mais alors que son regard remontait vers les bois, il s'arrêta.
quelque chose n'allait pas. Logé fermement dans la structure massive du bois gauche se trouvait un objet qui n'appartenait pas là. Il était pâle, contrastant fortement avec la texture sombre et veloutée du bois. Il semblait déplacé, contre nature. Il ajusta le grossissement, perplexe. Au début, il pensa que c'était peut-être un débris, peut-être une branche ou un morceau d'os que l'orignal avait accidentellement ramassé en frottant ses bois contre les broussailles, un comportement courant pendant la saison du rut. Mais la forme était trop distincte, les contours trop familiers. La réalisation le frappa avec la force d'un coup physique, une vague de nausée montant dans sa gorge. Ce n'était pas un débris, c'était un crâne humain. Ryland baissa légèrement son fusil, son cœur battant contre ses côtes. Il cligna des yeux, essayant de clarifier sa vision, puis regarda à nouveau, confirmant ce qu'il refusait initialement de croire. Le crâne était altéré, blanc jaunâtre, indiquant une longue exposition aux éléments. La mâchoire inférieure manquait. Mais le détail le plus grotesque était le segment de la colonne cervicale, les vertèbres du cou, encore attachées à la base du crâne, pendant du crâne. Il était fermement emmêlé dans le bois, comme fusionné avec l'os. La vue était macabre, profondément troublante. L'esprit de Ryland courut avec des possibilités. Était-ce une cruelle plaisanterie? Un accident bizarre? Il savait que les orignaux pouvaient être agressifs, mais la façon dont le crâne était empalé sur le bois suggérait une force et une précision qui semblaient au-delà du domaine d'une rencontre typique avec la faune. L'image de l'orignal, broutant placidement avec cet ornement grotesque attaché à sa tête, était surréaliste et horrifiante. Il était confronté à une décision critique, un dilemme moral et pratique qui transcendait l'éthique de la chasse. C'était clairement la preuve d'une mort humaine, possiblement une scène de crime. Mais la preuve était attachée à un animal vivant et mobile. Si l'orignal s'enfuyait, effrayé par sa présence ou un changement soudain du vent, il pourrait courir sur des kilomètres. Il pourrait disparaître entièrement dans la vaste nature sauvage, délocalisant potentiellement le crâne dans les sous-bois denses. La preuve serait perdue à jamais. Ryland pesa les options. Il était dans une zone de chasse légale et il avait un permis pour l'orignal. Mais sa priorité passa instantanément de la chasse à la préservation des preuves. Il savait qu'il devait sécuriser les restes. L'urgence était immédiate, la nature sauvage gardait ses secrets étroitement, et ce secret était en mouvement. Il leva à nouveau son fusil, sa concentration absolue. Il prit une respiration, stabilisa sa visée et tira. Le coup résonna à travers le paysage silencieux, un craquement sec qui semblait violer l'immobilité de l'après-midi. Le tir était propre. L'orignal mâle massif chancela et s'effondra. Ryland s'approcha de l'animal avec prudence. Le silence de la nature sauvage semblait maintenant amplifié, lourd du poids de sa découverte. La vue du crâne de près était encore plus horrifiante. Il était fermement logé, nécessitant une force significative pour l'enlever. Le contraste entre la fourrure sombre de l'orignal et le blanc stark des os était glaçant. Il savait qu'il ne pouvait pas perturber la scène. Il devait contacter les autorités immédiatement. Il était bien au-delà de la portée cellulaire. Ryland récupéra son messager satellite, un appareil conçu pour les urgences dans l'arrière-pays reculé. Il marqua sa position avec des coordonnées GPS et tapa un message aux Alaska State Troopers détaillant la nature de sa découverte. Un orignal décédé avec des restes humains attachés à son bois. La réponse fut rapide. En raison de la nature bizarre du rapport, un hélicoptère fut envoyé immédiatement. Il fallut plusieurs heures aux policiers pour atteindre l'endroit reculé. Quand ils arrivèrent, ils furent également stupéfaits. La scène était différente de tout ce qu'ils avaient jamais rencontré dans leur carrière. Ils commencèrent le processus méticuleux de documentation de la scène. La lumière commençait à faiblir, ajoutant un sentiment d'urgence à l'opération. Ils étalèrent une bâche en plastique bleu vif sur l'herbe sèche, une intrusion stark de couleurs synthétiques dans l'environnement naturel. Avec beaucoup d'efforts, manœuvrant l'animal massif de 1000 livres, ils positionnèrent l'orignal sur la bâche. La scène fut photographiée sous tous les angles, le flash illuminant l'enchevêtrement grotesque du crâne et du bois. La logistique pour retirer les preuves était complexe. L'orignal était trop grand pour être transporté entier dans l'hélicoptère. La décision fut prise de décapiter l'animal, assurant l'intégrité de la connexion crâne-bois. Les restes, ainsi que la tête de l'orignal, furent soigneusement sécurisés et transportés au bureau du médecin légiste de l'État à Anchorage. Gary Ryland fournit sa déclaration détaillant sa découverte et sa décision de tirer sur l'animal. Les enquêteurs confirmèrent que ces actions étaient de justifier dans les circonstances, priorisant la préservation de preuves critiques. La découverte envoya des ondes de choc à travers la communauté des forces de l'ordre, la nature bizarre de la trouvaille posant des questions qui défiaient toute explication facile.
L'arrivée des preuves au laboratoire médico-légal de l'État à Anchorage causa une sensation immédiate. La nature bizarre de la découverte, un crâne humain emmêlé dans les bois d'un orignal fraîchement tué, demandait une attention immédiate et spécialisée. Les restes furent transférés sous la garde du médecin légiste et le processus complexe d'identification et d'analyse commença, un processus qui nécessitait la collaboration d'anthropologues médico-légaux, d'odontologistes et de biologistes de la faune. Le crâne lui-même était dans un état d'altération significative. Il avait clairement été exposé aux éléments pendant une période prolongée. L'absence de la mandibule, mâchoire inférieure, et la nature partielle de la colonne cervicale restante suggéraient que le corps avait subi une décomposition et un charognage dans la nature sauvage. Le défi n'était pas seulement d'identifier la victime, mais de comprendre les circonstances qui avaient su mener à cet enchevêtrement grotesque. Les anthropologues médico-légaux commencèrent leur examen en nettoyant soigneusement le crâne, retirant les débris et documentant son état. Ils notèrent l'absence de tout signe évident de traumatisme. Pas de trou de balle, pas de fracture correspondant à un impact de force contondante. L'altération, cependant, rendait les conclusions définitives difficiles. Ils purent établir un profil biologique de la victime, femme, probablement d'origine asiatique, estimée être dans la fin de la vingtaine ou début de la trentaine au moment de la mort. L'étape suivante était l'identification. Compte tenu de l'état des restes, l'analyse ADN était possible mais prendrait du temps. La route la plus directe vers l'identification était à travers les dossiers dentaires. Malgré l'altération, les dents supérieures d'un maxillaire étaient largement intactes. Les odontologistes médico-légaux analysèrent la dentition, cartographiant les obturations, restaurations et caractéristiques dentaires uniques. Cette information fut recoupée avec les bases de données nationales des personnes disparues, cherchant une correspondance parmi les innombrables cas non résolus en Alaska. Le processus prit plusieurs jours. La base de données était vaste, remplie d'histoires d'individus engloutis par la nature sauvage. Mais la combinaison spécifique du profil biologique et des caractéristiques dentaires réduisit les possibilités. Et puis, une correspondance fut trouvée. Le résultat était choquant, connectant instantanément cette découverte bizarre à une affaire qui était restée non résolue pendant près d'une décennie. Le crâne appartenait à Okiko Yamada. L'identification fut une bombe. Elle réactiva instantanément la disparition de 2007, la transformant d'un accident tragique présumé en un mystère profond. L'emplacement de la découverte, à plusieurs kilomètres de la zone de recherche originale, soulevait des questions immédiates sur les circonstances de sa mort. La nouvelle fut transmise aux familles. Pour la famille d'Oki, c'était une confirmation sinistre de son sort, mettant fin à 9 ans d'incertitude mais la remplaçant par l'horreur de la découverte. Pour Etsuko Hamasaki, la nouvelle était atrocement complexe. L'identification d'Oki fournissait une mesure de clôture pour la famille de son ami. Mais elle ravivait les spéculations intenses sur le sort de Yumi. Si les restes d'Oki étaient trouvés ici, où était Yumi? Étaient-elles ensemble quand elles sont mortes? L'incertitude, dormante depuis des années, revint avec une intensité renouvelée. L'enquête changea immédiatement de focus. Les théories initiales entourant la découverte, que l'orignal avait attaqué et tué Oki, ou qu'il avait simplement ramassé le crâne du sol, étaient maintenant compliquées par la chronologie. Si Oki était morte en 2007, les circonstances de l'enchevêtrement devenaient encore plus déconcertantes. Les enquêteurs consultèrent des biologistes de la faune du département de la pêche et du gibier de l'Alaska, cherchant un aperçu expert du comportement de l'orignal et de la nature de leur bois. Et c'est là que l'enquête rencontra un paradoxe critique et déroutant, un fait biologique qui brisait toute la chronologie de l'affaire. Les biologistes expliquèrent un aspect fondamental de la physiologie de l'orignal. Les orignaux mâles perdent leur bois chaque hiver. Les panaches massifs qui caractérisent les mâles ne sont pas des structures permanentes, ils repoussent chaque printemps et été, commençant comme du cartilage mou, recouvert de velours et durcissant progressivement en os. Le processus de croissance est rapide, alimenté par la végétation riche en nutriments du court été de l'Alaska. À l'automne, les bois sont entièrement développés et utilisés pour l'affichage et le combat pendant la saison du rut. Mais quand l'hiver s'installe et que les niveaux de testostérone chutent, les bois se détachent du crâne et tombent, et le cycle recommence. Ce fait biologique avait des implications stupéfiantes pour l'enquête. Si Okiko Yamada était morte en 2007, son crâne n'aurait pas pu être attaché à ce bois spécifique pendant 9 ans. C'était biologiquement impossible. Le bois trouvé par Gary Creeland avait poussé entièrement pendant le printemps et l'été 2016. La chronologie était brisée, la réalisation transforma l'enquête.
Cela signifiait que le crâne avait dû s'emmêler dans le bois récemment au cours des 6 à 8 derniers 6 mois. Cette réalisation posait une question centrale et déconcertante. Si Oki était morte en 2007, où était son crâne pendant les 8 années intermédiaires et comment, après tout ce temps, s'est-il retrouvé sur un bois d'orignal en 2016? L'enquête changea de focus. Cela signifiait que les restes d'Oki avaient de reposer quelque part ailleurs, non perturbés, pendant 8 ans avant d'être perturbés et ramassés par l'orignal en 2016. L'endroit où l'orignal fut trouvé pourrait ne pas être l'endroit où Oki est morte. L'orignal aurait pu parcourir des kilomètres depuis le site de l'enchevêtrement. Les enquêteurs analysèrent l'enchevêtrement lui-même à la lumière de cette nouvelle information. Le crâne était fermement logé. Les biologistes suggérèrent que l'enchevêtrement aurait pu se produire quand le bois était encore en croissance et plus mou pendant la phase de velours. Peut-être que le crâne s'était incrusté dans le cartilage mou et le tissu du bois avait poussé autour, durcissant en os et sécurisant le crâne en place. Cela expliquerait la fermeté de la connexion, mais cela suggérait aussi une fenêtre de temps très spécifique pendant le printemps ou le début de l'été, quand l'enchevêtrement s'était produit. Des théories commencèrent à circuler tentant d'expliquer ce phénomène bizarre. Le corps d'Oki avait-il été préservé dans la glace ou un glacier pendant des années, seulement récemment exposé par la fonte? C'était une possibilité dans la nature sauvage de l'Alaska, où le changement climatique modifiait rapidement le paysage, exposant des restes longtemps gelés. Si ces restes avaient été lavés hors de la glace, ils auraient pu être déposés dans une zone accessible à l'orignal. Une autre théorie était plus sinistre. La scène avait-elle été mise en scène? Quelqu'un avait-il trouvé les restes d'Oki et les avait délibérément attachés à l'orignal? Cela semblait hautement improbable, étant donné la difficulté d'approcher un orignal sauvage mâle, surtout pendant la phase de croissance des bois, quand ils sont particulièrement sensibles. De plus, l'enchevêtrement semblait organique, quoique bizarre, avec la structure osseuse suggérant que le bois avait poussé autour du crâne. Pour résoudre le mystère, les enquêteurs devaient déterminer où l'orignal avait été pendant le printemps et l'été 2016. Ils devaient retracer les mouvements de l'animal, non pas sur des jours ou des semaines, mais sur tout le cycle de croissance du bois. Les méthodes de recherche traditionnelles étaient insuffisantes. L'enquête nécessitait une percée, un moyen de lire l'histoire enregistrée dans l'os du bois lui-même. La nature sauvage gardait des secrets, et elle semblait déterminée à les révéler de la manière la plus bizarre et troublante. La réalisation que le crâne d'Okiko Yamada ne s'était que récemment emmêlé dans le bois de l'orignal présentait un défi d'enquête unique et redoutable. L'endroit où Gary Creeland avait trouvé l'orignal était probablement sans rapport avec le lieu de la mort d'Oki, ou l'endroit où ses restes avaient reposé non perturbés pendant 8 ans. Pour trouver le reste des restes d'Oki, et potentiellement ceux de Yumi Hamasaki, les enquêteurs devaient déterminer où l'orignal avait voyagé pendant la période spécifique où le bois poussait et où l'enchevêtrement s'était produit. C'était une tâche monumentale. Les orignaux mâles peuvent parcourir de vastes zones et la nature sauvage de l'Alaska offrait des possibilités infinies, un paysage défini par son échelle pure et son inaccessibilité. Les techniques d'enquête traditionnelles, recherches au sol, surveillance aérienne, étaient trop larges, trop inefficaces pour l'ampleur du problème. L'enquête avait besoin d'un moyen de réduire la zone de recherche, une méthode pour lire l'histoire enregistrée dans la preuve elle-même, un moyen de transformer le bois en carte. La percée vint d'un domaine inattendu, la géochimie. Les enquêteurs se tournèrent vers une technique médico-légale hautement spécialisée et innovante connue sous le nom d'analyse isotopique du strontium. Le strontium est un élément naturellement présent dans les roches et le sol et il est absorbé par les plantes et l'eau. Le rapport des différents isotopes de strontium varie géographiquement, créant une signature chimique unique pour des endroits spécifiques. Lorsque les animaux consomment ces plantes et cette eau, le strontium est incorporé dans leurs tissus, en particulier les os et les dents, reflétant la signature géologique de la zone qu'ils habitent. La clé de cette affaire était la biologie unique du bois de l'orignal. Puisque le bois avait entièrement poussé pendant le printemps et l'été 2016, il avait incorporé les isotopes de strontium de l'eau et des plantes que l'orignal avait consommées pendant cette période spécifique. Le bois pousse de la base vers l'extérieur, déposant rapidement de nouveaux tissus osseux au cours de l'été. En analysant les isotopes de strontium le long de la longueur du bois, de la base, la croissance la plus précoce, à la pointe, la croissance la plus récente, les scientifiques pouvaient effectivement créer une carte géographique chronologique des mouvements de l'orignal au cours de l'année écoulée.
C'était de la science médico-légale de pointe, rarement appliquée aux enquêtes criminelles de cette manière. C'était un pari audacieux s'appuyant sur l'intersection de la biologie, de la géologie et de la chimie médico-légale. Le processus était complexe et chronophage. Le bois fut soigneusement sectionné, avec de petits échantillons prélevés à des intervalles précis le long de sa longueur. Ces échantillons furent envoyés à un laboratoire spécialisé équipé d'un spectromètre de masse, capable de mesurer les variations infimes des rapports isotopiques. Le jeu d'attente commença. L'analyse prit des mois, une période d'inactivité agonisante pour les enquêteurs et de traumatismes renouvelés pour Etsuko Hamasaki. L'enquête était au point mort, dépendante du travail lent et méticuleux des scientifiques en laboratoire. Etsuko continua à faire pression sur les autorités, désespéré d'obtenir des réponses sur Yumi. La découverte bizarre du crâne d'Oki avait ressuscité l'espoir que Yumi puisse encore être trouvée, même si la probabilité qu'elle soit en vie était proche de zéro. L'incertitude était un tourment constant. Pendant cette période, les spéculations s'intensifièrent. Les théories sur la préservation des restes dans la glace et le mécanisme de l'enchevêtrement circulèrent largement. L'idée d'un glacier livrant ses secrets était un récit convaincant, correspondant à la mystique de la nature sauvage de l'Alaska. Les enquêteurs, cependant, restèrent concentrés sur la science, faisant confiance aux isotopes pour fournir la voie à suivre, coupant à travers les spéculations et ancrant l'enquête dans des données empiriques. L'hiver 2016-2017 s'installa, couvrant le paysage de neige et de glace, reflétant l'état gelé de l'enquête. L'attente était atroce, un test de patience et de foi dans le processus médico-légal. Finalement, au printemps 2017, les résultats de l'analyse isotopique du strontium arrivèrent. Les données étaient denses, une série complexe de rapports et de graphiques qui nécessitaient une interprétation minutieuse par les scientifiques spécialisés. Mais les résultats fournirent la percée dont les enquêteurs avaient désespérément besoin. L'analyse révéla une histoire détaillée des mouvements de l'orignal pendant le printemps et l'été 2016. Les isotopes indiquaient que l'orignal avait passé la majorité de l'été, la période où le bois poussait activement et durcissait, et quand l'enchevêtrement s'était probablement produit dans une vallée spécifique extrêmement reculée. Cette vallée était située bien en dehors des paramètres de la recherche originale de 2007. La recherche initiale s'était concentrée sur la crête de haute altitude, correspondant aux objectifs de recherche des botanistes. La vallée identifiée par l'analyse isotopique était dans un bassin versant entièrement différent, une zone de basse altitude caractérisée par des forêts denses, un terrain accidenté et des marécages. L'endroit était hautement inaccessible, nécessitant un transport spécialisé et des compétences de navigation expertes pour l'atteindre. Il n'était sur aucun sentier établi ou route de vol. C'était une zone connue seulement de quelques chasseurs et trappeurs locaux expérimentés, un endroit où la nature sauvage restait largement intacte par la présence humaine, un endroit où l'on pouvait disparaître sans laisser de traces. L'analyse isotopique du strontium avait fait ce que les méthodes traditionnelles ne pouvaient pas. Elle avait réduit la vaste nature sauvage de l'Alaska à une zone de recherche spécifique et gérable. L'enquête avait maintenant une destination. Le focus passa de la science abstraite de la géochimie à la réalité concrète d'une vallée reculée et inexplorée. Les enquêteurs se préparèrent à se déployer, sachant que cette vallée détenait probablement la clé du sort d'Okiko Yamada et Yumi Hamasaki. Le mystère vieux de 9 ans se démêlait rapidement, guidé par le témoignage silencieux intégré dans l'os du bois de l'orignal. À la fin du printemps 2017, alors que la neige se retirait enfin des hautes terres, une équipe spécialisée d'Alaska State Troopers et d'experts médico-légaux fut déployée dans la vallée reculée, identifiée par l'analyse isotopique du strontium. Le déploiement était une entreprise logistique importante. La vallée était inaccessible par véhicules terrestres. L'équipe et leur équipement devaient être transportés par hélicoptère, établissant un camp de base dans le terrain accidenté. L'isolement était profond. Le silence brisé seulement par les sons de la nature sauvage et la communication radio occasionnelle avec le monde extérieur. L'objectif était clair mais intimidant. Localiser le site où l'orignal avait rencontré le crâne d'Okiko Yamada et avec espoir, trouver le reste de ses restes et toute preuve liée à Yumi Hamasaki. Le terrain était exactement comme décrit, extrêmement accidenté, caractérisé par des pentes raides, des forêts denses et de nombreux passages d'eau. La recherche serait lente et méthodique, nécessitant des recherches méticuleuses en quadrillage du fond de la vallée et des pentes environnantes. Les premiers jours de recherche furent épuisants et ne donnèrent de rien. La vallée était vaste et l'emplacement exact de l'enchevêtrement restait insaisissable.
Les équipes trouvèrent des signes d'activité d'orignal, traces, excréments, signes de broutage, mais rien qui indiquait le site spécifique. La nature sauvage restait indifférente à leurs efforts, la végétation dense cachant toute preuve potentielle. Reconnaissant les limites des recherches au sol dans un terrain si difficile, les enquêteurs se tournèrent vers la technologie. Ils utilisèrent la surveillance aérienne, employant des hélicoptères équipés de caméras haute résolution et, crucialement, de la technologie LIDAR, Light Detection and Ranging. Le LIDAR utilise des impulsions de lumière laser pour mesurer les distances à la Terre, créant des cartes tridimensionnelles précises du paysage. Sa puissance résidait dans sa capacité à pénétrer la canopée dense de la forêt, révélant des caractéristiques au sol qui pourraient en être invisibles depuis les airs ou obscurcies par la végétation. Les données LIDAR furent traitées et analysées sur place, créant des cartes topographiques détaillées de la vallée. Les enquêteurs scrutèrent les données, cherchant des anomalies, des dépressions dans le sol qui pourraient indiquer un site d'enterrement, de la végétation perturbée ou tout ce qui semblait déplacé dans l'environnement naturel. Le processus était minutieux, nécessitant un œil entraîné pour distinguer entre les caractéristiques naturelles et les perturbations d'origine humaine. C'est lors de cette analyse qu'ils identifièrent une anomalie. Cachée sous la canopée dense d'un bosquet d'arbres anciens, les données LIDAR révélèrent la signature indubitable d'une structure artificielle. Elle était petite, rectangulaire et complètement invisible depuis les airs en raison des branches qui se chevauchaient. La forme géométrique se détachait nettement des motifs organiques de la nature sauvage. Les enquêteurs recoupèrent l'emplacement avec les cartes topographiques officielles et les registres de propriété foncière. La structure n'était présente sur aucun registre officiel. C'était une cabane non cartographiée, non enregistrée, cachée au fond de la nature sauvage. La découverte était électrisante. La présence d'une cabane cachée dans cette vallée reculée, la zone même où l'orignal avait probablement rencontré le crâne d'Oki, soulevait immédiatement des soupçons. Cela suggérait une présence humaine dans une zone présumée inhabitée, une présence qui pourrait être liée à la disparition des botanistes. L'équipe se mobilisa vers l'emplacement de l'anomalie. L'approche était difficile, nécessitant une randonnée raide à travers des broussailles denses. La tension était palpable. Cette structure cachée pourrait détenir la clé de tout le mystère. Ils s'approchèrent prudemment, se déplaçant silencieusement à travers la végétation dense, sécurisant le périmètre avant d'avancer. En approchant des coordonnées, ils la virent enfin, une petite cabane primitive, construite en rondins grossièrement taillés, nichée parmi les arbres. Elle était bien dissimulée, conçue pour se fondre dans l'environnement. La cabane semblait inoccupée. Il n'y avait pas de fumée de la cheminée, aucun signe d'activité récente. La décision fut prise d'entrer dans la cabane. Étant donné les circonstances, l'emplacement reculé, la nature non enregistrée de la structure et la proximité du site probable de l'enchevêtrement, les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition autorisant un examen médico-légal complet des lieux. À l'intérieur, la cabane semblait être un abri de chasse standard. Elle était meublée de façon spartiate, contenant un poêle à bois, une couchette rudimentaire et des fournitures de base. Elle montrait des signes d'utilisation sporadique. Des conserves dans le garde-manger, du bois de chauffage empilé près du poêle, mais rien qui indiquait immédiatement une scène de crime. L'intérieur était poussiéreux et sentait la décomposition et la fumée de bois. L'équipe médico-légale commença une recherche méticuleuse de l'intérieur. Ils traitèrent les surfaces pour les empreintes digitales et l'ADN, collectèrent des échantillons de poussière et de débris et scrutèrent chaque objet dans la cabane. La recherche était exhaustive, reconnaissant que toute preuve pourrait être dissimulée. Ils examinèrent les murs, le plafond et le sol, cherchant des compartiments cachés ou des zones perturbées. C'est lors de l'examen du sol de la cabane qu'ils firent la percée. Le sol était construit de planches de bois brutes. L'une des planches semblait lâche, légèrement décalée des autres. Ils retirèrent soigneusement la planche, révélant un petit compartiment dissimulé creusé dans la terre sous la cabane. À l'intérieur du compartiment, caché dans l'obscurité, ils trouvèrent une collection d'objets qui connectaient instantanément la cabane aux botanistes disparus. Il y avait des outils botaniques spécialisés, une tarière à sol, une presse à plantes, un GPS, identifiables comme le type utilisé par Oki et Yumi. Les outils étaient rouillés et détériorés mais reconnaissables. Mais la découverte la plus glaçante était un petit morceau de tissu détérioré. Il était bleu clair avec un motif distinctif. Il correspondait à la description de la robe que Yumi Hamasaki portait quand elle avait disparu, la même robe visible sur les photographies d'elle. Les preuves transformèrent la cabane d'un simple abri de chasse en scène de crime.
La présence de leur équipement et du morceau de vêtement de Yumi suggérait la captivité ou un acte criminel. La disparition n'était plus un accident tragique, c'était un enlèvement. L'enquête changea immédiatement de focus. Ils devaient identifier le propriétaire de la cabane. La tâche était difficile, étant donné la nature non enregistrée de la structure. Les enquêteurs commencèrent le processus minutieux de recoupement des licences de piégeage, des manifestes, de vol d'avions de brousse et des connaissances locales, cherchant quiconque connu pour fréquenter cette zone reculée. Ils canvassèrent les petites communautés à la lisière de la nature sauvage, interrogeant des chasseurs et trappeurs expérimentés, demandant si quelqu'un connaissait la cabane ou qui l'utilisait. Les entretiens étaient assez délicats. Les gens qui fréquentaient l'arrière-pays profond étaient souvent solitaires et méfiants envers l'autorité. L'enquête identifia finalement une personne d'intérêt. Son nom apparaissait sur plusieurs vieux manifestes de vol indiquant des voyages dans les environs généraux de la vallée. Les connaissances locales confirmèrent qu'il était connu pour ses longues excursions solitaires dans la nature sauvage profonde, disparaissant souvent pendant des semaines ou des mois à la fois. Le suspect était Wyatt Bledsoe, un homme solitaire vivant dans une petite ville voisine. Il était connu pour son comportement excentrique, son expertise en survie en milieu sauvage et son évitement du contact humain. C'était un fantôme, un homme qui se déplaçait dans la nature sauvage sans être vu. L'identification de Bledsoe marqua un tournant dans l'enquête. Le mystère abstrait du bois les avait menés à un suspect concret. Le focus passa de la nature sauvage à l'homme qui l'habitait. L'identification de Wyatt Bledsoe comme l'occupant probable de la cabane non cartographiée galvanisa l'enquête. Les preuves trouvées sous les planches fournissaient la cause probable nécessaire pour une arrestation. Les Alaska State Troopers se mobilisèrent pour localiser Bledsoe. Il fut trouvé dans la petite ville où il maintenait une résidence, une maison quelconque à la périphérie de la communauté. Il fut arrêté sans incident, semblant surpris mais pas paniqué par l'apparition soudaine des forces de l'ordre. Il semblait plus agacé par l'intrusion dans sa vie solitaire qu'effrayé par les conséquences. Bledsoe fut transporté au centre d'interrogatoire le plus proche à Fairbanks. C'était un homme dans la fin de la cinquantaine, altéré par des années d'exposition aux éléments, avec un comportement méfiant et des yeux qui semblaient être habitués à scruter de vastes distances. La salle d'interrogatoire était stérile, un contraste stark avec la nature sauvage qui l'habitait. Les enquêteurs étaient donc conscients qu'ils avaient affaire à un individu hautement intelligent et insaisissable, un homme habitué à la solitude et à l'autonomie. Ils savaient qu'extraire une confession nécessiterait une approche méthodique et psychologique. La phase initiale de l'interrogatoire était concentrée sur l'établissement d'un rapport et l'évaluation de la réaction de Bledsoe aux preuves. Il était initialement évasif, répondant aux questions avec un minimum d'informations, ne confirmant ni ne niant quoi que ce soit. Il était calme, posé, apparemment imperturbable par l'environnement stérile de la salle d'interrogatoire. Il maintenait le comportement d'un homme habitué au silence, ne révélant rien de ses pensées intérieures. Les enquêteurs lui présentèrent l'existence de la cabane. Ils lui montrèrent les photographies de la structure, les images lidar qui révélaient ici son emplacement caché. Bledsoe reconnut connaître la zone mais prétendit que la cabane était abandonnée, une relique d'une ancienne ligne de piégeage utilisée sporadiquement par quiconque tombait dessus. Il nia la propriété ou l'utilisation exclusive de la structure. Son comportement resta impassible, offrant un déni plausible pour toute connexion à la cabane. Il maintint cette façade pendant des heures, affichant la patience et la résilience d'un homme habitué à la solitude et aux difficultés. Il dévia les questions, offrant des explications plausibles pour sa présence dans la zone, minimisant sa connexion à la cabane. Il était intelligent, rusé et profondément familier avec la nature sauvage, utilisant ses connaissances pour créer un récit de coïncidence et de déni plausible. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient percer ses défenses. Ils décidèrent de le confronter aux preuves trouvées sous les planches. La stratégie était de le submerger avec l'indéniabilité des preuves physiques, brisant son récit soigneusement construit. Ils présentèrent les photographies des outils botaniques, la tarière à sol, la presse à plantes, le GPS. Ils soulignèrent la nature spécialisée de l'équipement, son lien direct avec les botanistes disparus. Bledsoe resta impassible, suggérant que les articles auraient pu être laissés par d'autres qui utilisaient de la cabane. Puis, ils présentèrent le morceau de tissu bleu clair. Ils placèrent la photographie de Yumi Hamasaki, souriant brillamment dans sa robe bleue, à côté de la photographie du tissu détérioré trouvé dans la cabane. La correspondance était indéniable. Confronté à cette preuve, la façade solitaire de Bledsoe commença à se fissurer. Son comportement changea. Le calme fut remplacé par une agitation subtile, ses yeux se promenant dans la pièce,
évitant le regard des enquêteurs. Il réalisa la gravité de la situation. La connexion était trop directe, trop intime, pour être expliquée par la coïncidence. Les enquêteurs le pressèrent, soulignant les incohérences dans son histoire, l'improbabilité de ses explications. Ils soulignèrent les preuves médico-légales le liant à la cabane et aux victimes. Ils parlèrent des 9 années d'agonie endurées par les familles, la recherche incessante de réponses. Et puis, après des heures d'interrogatoire intense, Wyatt Bledsoe avoua. La confession était glaçante, un récit détaillé des événements d'août 2007, livré d'une voix monotone, dénuée d'émotion, comme s'il racontait un voyage de chasse banal. Elle révélait une histoire de survie, de désespoir et de cruauté calculée. Bledsoe raconta qu'il était à sa cabane quand la tempête massive frappa. Il était habitué aux temps sévères, préparé et en sécurité dans son abri caché. Le deuxième jour de la tempête, le 14 août 2007, il vérifiait ses pièges près de la cabane quand il rencontra Oki et Yumi. Elles étaient éperdues, désorientées et montrèrent des signes précoces d'hypothermie. Elles avaient été prises dans la tempête, leur équipement insuffisant pour l'intensité du temps. Elles étaient hors route, ayant dévié de la crête de haute altitude dans une tentative désespérée de trouver un abri. Elles étaient au bord de l'effondrement. Bledsoe déclara qu'il leur avait offert de l'aide, les guidant vers sa cabane. Elles étaient reconnaissantes, soulagées d'être sorties de la tempête. Il leur fournit de la nourriture et de la chaleur, jouant le rôle du sauveur. Mais Bledsoe admit que ses motivations changèrent rapidement. C'était un homme solitaire, isolé de la société pendant de longues périodes. La présence des 2 femmes dans sa cabane déclencha une impulsion sombre. Il se sentit en droit après les avoir sauvées, un sentiment de propriété sur elles. Il décida qu'il voulait Yumi. Plus tard ce soir-là, alors que la tempête faisait rage dehors, il fit des avances vers elle. Yumi résista, le rejetant avec force. Enragé par son rejet et enhardi par leur isolement, Bledsoe l'agressa. Oki intervint, se battant désespérément pour protéger son ami. Une lutte violente s'ensuivit dans les confins étroits de la cabane. Pendant le chaos, Oki réussit à se libérer. Elle s'enfuit de la cabane, disparaissant dans la tempête déchaînée, dans l'obscurité et le vent hurlant. Bledsoe ne la poursuivit pas. Il prit une décision calculée. Il était confiant qu'elle ne survivrait pas. La nature sauvage et le temps, couplés à son état affaibli et son manque d'équipement, la tueraient rapidement. Il supposa que ses restes seraient dispersés par les éléments pour ne jamais être trouvés. Il laissa la nature sauvage disposer du témoin. Avec Oki parti, Bledsoe reporta son attention sur Yumi. Il avoua l'avoir gardée captive dans la cabane pendant plusieurs semaines. Les détails de sa captivité étaient horribles. Il la soumit à des abus répétés, à la torture physique et psychologique. Il brisa son esprit, affirmant sa domination sur elle, isolée du monde, sans espoir de sauvetage. Le sort de Yumi fut scellé quand elle tenta de riposter. Plusieurs semaines après le début de sa captivité, elle réussit à se libérer de ses liens et attaqua Bledsoe, désespéré de s'échapper. Il la maîtrisa à nouveau et dans un accès de rage, il la tua. Il avoua avoir enterré son corps près de la cabane, dans un endroit dissimulé conçu pour rester non perturbé. Il nettoya ensuite méticuleusement la cabane, cachant leur équipement sous les planches, effaçant toute trace de leur présence, retournant à sa vie solitaire comme si rien ne s'était passé. La confession fournit les réponses que les enquêteurs avaient cherchées pendant 9 ans. C'était un récit horrible de violence opportuniste, un prédateur profitant d'une situation créée par l'environnement impitoyable. Cependant, lorsqu'on le pressa sur la découverte du crâne d'Oki sur le bois de l'Orignal, le comportement de Bledsoe changea à nouveau. Il nia avec véhémence toute implication dans l'enchevêtrement. Il insista qu'il n'avait jamais revu Oki après qu'elle se soit enfuie de la cabane. Il affirma n'avoir aucune idée de comment son crâne s'était retrouvé sur le bois de l'Orignal 9 ans plus tard. Les enquêteurs étaient sceptiques. Ils soupçonnaient que Bledsoe pourrait retenir des informations, peut-être réticent à admettre un détail si grotesque et bizarre. Ils théorisèrent qu'il aurait pu trouver les restes d'Oki des années plus tard et mettre en scène la scène, un trophée morbide de son crime. Mais Bledsoe maintint son déni, sa voix ferme et inébranlable sur ce point spécifique. Le mécanisme de l'enchevêtrement du bois restait un mystère, un détail final non résolu dans une affaire définie par ces circonstances bizarres. La confession, cependant, était suffisante. Elle fournissait l'emplacement des restes de Yumi et les preuves nécessaires pour obtenir une condamnation. Suite à la confession glaçante de Wyatt Bledsoe, l'enquête avança rapidement vers sa conclusion. Guidés par les détails fournis par Bledsoe, les enquêteurs retournèrent à la vallée reculée et à la cabane non cartographiée. Le focus passa de l'enquête à la récupération. Ils concentrèrent leurs recherches sur la zone entourant la structure, cherchant le site d'enterrement dissimulé qu'il avait décrit.
Le terrain était difficile, et le site d'enterrement était bien caché, couvert par des années de débris et de végétation accumulée. Mais avec l'emplacement précis identifié, l'équipe spécialisée réussit à localiser le site. Ils commencèrent le processus méticuleux d'excavation, l'atmosphère sombre, alors qu'ils découvraient tard les restes cachés sous le sol. Les restes furent récupérés et transportés au bureau du médecin légiste. L'analyse médico-légale confirma l'identité Yumi Hamasaki. Après 9 ans d'incertitude agonisante, Etsuko Hamasaki avait enfin confirmation du sort de sa fille. La nouvelle était dévastatrice, les détails de la captivité et du meurtre de Yumi presque insupportables. Mais cela fournissait la clôture qu'elle avait désespérément cherchée, la capacité de finalement pleurer sa fille et de ramener ses restes à la maison. Le processus légal contre Wyatt Bledsoe avança rapidement. Face aux preuves accablantes, y compris sa propre confession et la découverte des restes de Yumi, Bledsoe choisit de plaider coupable, évitant un procès qui aurait forcé les familles à revivre les détails horribles du crime. En 2018, Wyatt Bledsoe fut condamné pour l'enlèvement et le meurtre de Yumi Hamasaki et des charges liées à l'enlèvement d'Okiko Yamada. Il reçut une peine de prison à vie obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle. Des recherches approfondies furent menées dans la zone entourant la cabane, tentant de localiser le reste des restes d'Okiko Yamada. Les recherches échouèrent à trouver quoi que ce soit de plus. Les autorités conclurent qu'Ikoki avait péri dans la nature sauvage peu après son évasion en 2007, succombant à la tempête et à l'environnement hostile. Ses restes furent probablement dispersés par les charognards et les éléments au fil des années intermédiaires. Le mécanisme par lequel son crâne s'est retrouvé sur le bois de l'Orignal 9 ans plus tard reste un mystère persistant. Que ce soit un phénomène naturel bizarre, peut-être que ces restes furent déterrés par l'érosion ou un glissement de terrain, et l'Orignal, frappant ces bois nouvellement poussés contre le sol, s'est violemment emmêlé, ou un détail macabre que Wyatt Bledsoe a refusé d'admettre. La vérité reste inconnue. La découverte bizarre qui a résolu l'affaire est finalement restée le seul détail qui défie toute explication.